sur Siké. Du bruit, du bruit, du bruit. Bonsoir entre eux. Comme on a un peu de retard, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez voir l'épisode 8 avant tout le monde? Je crois que c'est un oui. Je crois que c'est oui. Eux, ils l'ont pas vu en plus, vous allez vous mettre devant là pour le voir comme tout le monde. Et on se retrouve après et personne ne filme. Merci. Merci beaucoup. Après l'épisode 8, vous aurez la chance et le privilège de pouvoir leur poser des questions. Peut-être même sur l'épisode 8. On va vous amener des petits sièges, hein, pour que vous soyez bien installés. Donc désolé pour la fin, là sur mon temps, Si, on avec nous les entend. dates et tout, donc ouais, on n'est pas loin, on est à Lyon, ce qui est déjà mieux que l'année dernière. Désolé. Eh, mais vous trouvez un cinéma pour la Projo, voilà, hein, c'est simple. Hein. Ciné Fribourg. Voilà, Ciné Fribourg, c'est bien ça. Alors, il va y avoir des petites personnes en bleu avec des micros. Est-ce qu'elles sont déjà dans la salle? Non, mais c'est pas grave, moi j'en ai un micro. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Voilà, ben, je vais amener mon micro. Bonsoir. Salut. Est-ce que dans le double épisode, on va enfin savoir le prénom du visiteur? Je ne peux pas répondre à cette question. Je crois que c'est un spoiler pour dire que oui. Comment? Je pense que c'est un spoiler. Tu prends tout pour un oui, ok. En fait, je me demandais, est-ce que Raphaël et François, vous êtes frères jumeaux? Parce que, je sais pas, vous ressemblez trop en fait. Alors, on est frères, Ouais. on a... Le principe d'être frère, c'est d'avoir quelques gènes en commun. Donc, même si on est pas jumeaux, c'est normal. Et on a 6 ans d'écart. Ouais, donc non. Ok. J'ai 18 ans, il en a 12. Ah, parfait. Super. Merci beaucoup. Bah, de rien. Est-ce qu'on peut faire d'autres questions sur notre arbre généalogique, lien de parenté Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que dans l'épisode 8, vous avez cramé le nom de famille de Richard? Alors, c'est quoi le nom de famille de Richard? Donc, comment il Pas s'appelle? mal. On l'a ici. Il s'appelle comment alors? Richard Dassault, absolument. Richard Dassault comédie. Jeu de mots. Merci. Donc, c'est une idée. C'est une idée de qui? De Richard lui-même. Bonjour. Oui, où es-tu? Parce que je ne te vois pas. Très bien. Là. Oui. Alors, ma question, c'était pour la costumière dont j'ai oublié le nom. Siké. C'est Siké. Siké. J'aimerais savoir, c'était quoi votre inspiration pour les costumes? Alors, bonjour. Ah, c'est ma première question. Je suis super émue. Alors, l'inspiration, ça a été le steampunk à chien. J'utilise le terme de François. Donc, steampunk pour son mouvement que vous connaissez peut-être, d'inspiration victorienne, avec aussi tout le côté révolution industrielle, mais décalé dans le futur, après l'apocalypse. Si vous comprenez pas, c'est normal. C'est très clair pour moi. Du steampunk post-apocalyptique, en fait. C'est un peu ça, voilà. C'est un steampunk, mais qui aurait vraiment traîné dans la poussière un paquet de temps, quoi. Et qui a été déballé après finalement, les nouvelles technologies. Donc c'est complètement absurde. Mais ça se tient. Moi j'ai une petite question pour toi. Est-ce que, parce que les costumes sont vachement détaillés, il y a des petits détails dans les chaussures de la reine, etc. Est-ce que dans ton travail, tu as d'abord utilisé les objets que tu avais, tu as disposé des objets, genre j'ai des petits compresseurs, des petits machins, et du coup je vais faire ça, ou tu avais le truc vraiment en tête, genre cette paire de chaussures, j'ai envie qu'il y ait ça, etc. Comment t'as... Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je fais toujours des dessins avant de créer des costumes en vrai, quoi. Les dessins, en général, sont mes inspirations. Et de là, je vais partir plus dans le détail, effectivement, avec ce que j'ai pu avoir à portée de main. Donc, j'ai pas mal fait de la récup. C'est vraiment des choses qu'on peut trouver encore aujourd'hui.
il y a des fils de téléphone, le truc qui n'existe plus maintenant, on remarque, hein, mais j'en ai retrouvé, donc voilà, sur les chaussures de la reine par exemple. C'est plein de petits détails comme ça qui m'ont permis de créer des costumes uniques en tout cas. D'ailleurs, en parlant des chaussures, justement, parce que comme la reine a une robe qui cache ses chaussures, et il y avait beaucoup de détails sur les chaussures, et en fait, Siké était assez... il dit, mais on va les voir les chaussures? Je fais, mais carrément, et en fait, tous mes plans sont pratiquement comme ça. Et à un moment, donc, il y avait un plan, on a fait pratiquement exprès, il y a un plan chaussures, en fait, dans l'épisode 7, c'est où il ouvre, et en fait... J'avais besoin d'apprendre un raccord, et là je fais, bon allez, on va prendre les chaussures, elle était tellement contente. Elle m'a dit, mais tu le mets dans le montage? Je fais, oui, t'inquiète pas, on voit les chaussures. Je fais, oui. Donc c'est juste le plan chaussures qui sert à montrer les chaussures. Voilà, donc je suis content qu'il soit gardé. Merci François, voilà un réal qui fait plaisir à son équipe. Et un petit big up. Cécile a été beaucoup aidée par une jeune aussi costumière qui s'appelle Lola, qui était là sur le tournage aussi, et qui a beaucoup travaillé avec toi en amont, etc. Donc merci à Lola aussi d'avoir beaucoup aidé sur cette saison. Alors tout d'abord, bonjour. Salut. Encore merci d'avoir montré cet épisode 8. Il y avait une question qui me trottinait un peu la tête depuis un petit moment en fait, pour vos projets futurs, si saison 5 il y a ou s'il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Est-ce que vous pensez faire des castings peut-être pour les figurants ou tout ça, principalement... C'est une question très intéressée. Oui. En fait, par rapport au tournage en général, pas forcément à Visteur Futur, globalement, si, par exemple là on a tourné à Poitiers, dans la région de Poitiers, donc on a demandé à des gens de venir nous aider sur place, et la moitié, en fait, la plupart n'étaient pas au courant en fait, c'est-à-dire qu'ils venaient, soit ils connaissaient pas le Visteur Futur, soit ils ont découvert que c'était le Visteur Futur en arrivant sur le tournage. En fait, ah mais c'est le Visteur Futur, en fait, oui, chut, tais-toi. Mais il y a aussi une autre partie des figurants qui sont en fait, qui ont été, je sais pas si vous avez recruté, mais à qui on fait appel, qui sont le Fan Forum French Nerd, que je vous conseille d'aller voir. Ils sont ici, voilà, avec leur bannière, etc. Ils sont très gentils. N'hésitez pas à leur parler parce que c'est eux qui sont au courant de tout en premier, même des fois avant moi. Voilà. Alors tout d'abord bonjour, moi et mes amis on a une petite question. On a vu que le personnage de Simon correspondait énormément à sa personnalité et on s'est demandé s'il y avait... Alors, attendez, non, à sa personnalité, non, ça correspond à son rôle dans Kaamelott peut-être, mais Simon n'est pas aussi teubé que... Effectivement. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est qu'il a une certaine continuité dans le personnage et on se demandait si ça avait été fait spécialement pour lui ou s'il y avait une espèce de liberté pour les comédiens qui jouaient les personnages. C'est un mélange des deux à chaque fois. C'est-à-dire que vraiment dans la saison 3, le personnage de Michel était vraiment un fainéant, etc. Et il l'a tellement poussé à l'extrême que à chaque fois que j'ai écrit les épisodes par la suite, je me suis dit ok, alors lui c'est le mec qui a le plus de mauvaise foi, c'est le mec qui a vraiment aucune race et tout, et qui est tellement grillé que personne lui en veut finalement. Et en fait, c'est surtout Ludovic qui a beaucoup joué avec Simon. Et heureusement qu'on a des acteurs comme Ludo ou Slim qui peuvent tenir face à Simon, parce que c'est tout un art. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi à tenir face à... Oui, c'est très dur parce qu'il part souvent dans des impros et vous le laissez faire, donc c'est difficile, quoi. Mais c'est un plaisir de jouer avec lui en tout cas. Mais en tout cas, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand, dans l'impro, c'est le plus dur, ça paraît facile l'impro, genre ok, allez-y, faites nourrir, mais en fait, quand tu es en impro et que tu as un partenaire, donc comme Ludovic, il faut suivre l'impro, rajouter de la blague, mais aller dans le sens du comédien. Donc forcément, Simon est très habitué à ça parce qu'il fait beaucoup de comment on appelle ça, des trucs d'impro là. Mais heureusement, Ludo arrive à suivre ça tout en restant dans son personnage, parce que c'est très tentant en impro de rajouter de la blague, mais en sortant de son personnage juste pour faire son intéressant. Et c'est pas si facile que ça que de suivre quelqu'un en impro en fait. Donc là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance sur ce tournage. Bonjour. Est-ce que dans l'épisode 7, quand le docteur Castafolt il va dans la caravane à Octave, est-ce que la bouteille c'est marqué Antoine Daniels puis avec la photo d'Antoine Daniels? En fait, déjà il faut se rendre compte que sur grand écran c'est carrément grillé, mais on pensait pas en fait, c'est-à-dire que c'était une
private joke de l'accessoiriste Olivier Martin. Et j'ai fait ouais, de toute façon personne ne le verra, c'est vraiment tout petit, etc. Sur internet, tout le monde l'a vu, mais sur grand écran, je crois que c'est le personnage principal maintenant en fait. Et c'est un mini épisode de What the Cut, c'est ça? Et donc voilà, donc oui, tout le monde l'a grillé. On a une autre référence au début de la saison, je sais pas si vous avez marqué le café, comment il s'appelle? Elle débâche, voilà, c'est le café Elle débâche. Si vous regardez le premier épisode, c'est un peu flou, mais on voit les gars de Crost sur le café Elle débâche. Et un truc que personne n'a remarqué ici, que je vous dis maintenant, voilà, j'en bats les couilles, c'est dans l'épisode 5, la bouteille, ouais, donc Antoine Daniel change pendant un plan. Si vous l'avez remarqué? Et elle devient quoi? Non. La bouteille Antoine Daniels devient Benjamin Daniels. Voilà. Donc vous n'avez pas tout vu. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a une personne ici qui fait très rarement de convention et qui malheureusement ne sera pas forcément avec nous lors des prochains événements. C'est Sabine Perrault qui fait le rôle de la reine Clotilde IV, que je vous demande de se brailler bien fort. Bonjour. Là? Ici? Oui. Non. Attends. Ok, ouais. C'est juste, je l'ai pas vu sur l'écran. Est-ce qu'il y a une diffusion en Suisse? Désolé. Mais on vient vous présenter l'épisode 8, c'est quand même, je veux dire, on a essayé de... Et il faut savoir un truc, c'est que pendant toute la post-prod, parce que là moi j'ai passé 6 mois dans une cave littéralement à faire du montage, le seul truc que j'aurais dit par rapport aux conventions, c'est parce que nous on fait des conventions surtout au mois de novembre, et j'aurais dit voilà, il faut faire Montreux. C'est le truc que j'aurais dit voilà, vous démerdez-vous, on fait Montreux et tout, etc. Et même Ankama a eu des soucis, Ankama n'est même pas venu à Montreux. C'est-à-dire que y a plus, et pourtant ils nous ont quand même envoyé parce que j'ai insisté pour venir vous montrer quand même des choses et tout, donc, et parce que c'est aussi une des meilleures conventions. On essaie de s'assurer de pouvoir revenir l'année prochaine. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi dans la série, Raphaël c'est le seul à avoir son vrai prénom. C'est parce que François n'a aucune inspiration pour... C'est un peu vrai, c'était pourtant un des premiers trucs qu'il m'a dit, Raph, il m'a dit ah pourquoi je m'appelle Raph, ça me dérange un peu, je sais pas, non mais c'est pour que tu sois à l'aise. Mais un secret, c'est que Raph, le personnage, ne s'appelle pas Raphaël. Ouais, il y a des blagues là-dessus. Pour moi, il s'appelle Benoît. Il se fait appeler Raph. Ça peut marcher, ouais. Il y a toute une blague sur le fait qu'il s'appelle pas Raphaël, son vrai nom. Et même dans la BD, je sais pas, il y a une sorte de clin d'œil là-dessus, je sais pas, vous avez vu, son nom il est pareil, ouais. Alors, bonjour, et en fait j'avais une question. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer un monde Néo-Versailles en fait? En fait, deux trucs. Moi j'aime beaucoup vraiment le steampunk en termes de style, en termes de... Et à la fin de la saison 3, ça paraît vraiment con, mais à partir où on a fait une saison 3 très technologique, très high-tech, très bleu, vraiment, dans les couleurs, je me suis dit, ok, si on fait une suite, il faut vraiment faut pas que ce soit les missionnaires 2, quoi. Et je sais que beaucoup sur internet ont dit, oh non, mais continuez avec les missionnaires, etc. Mais je sais pas, pour moi, chaque saison, c'est important, déjà vis-à-vis de moi-même, de me dire, ok, je fais un truc différent, je ne me répète pas. Et aussi, voilà, pour vous proposer quelque chose de nouveau. Et j'ai la chance, en fait, j'ai une très grande chance, une très grande liberté vis-à-vis d'Ankama et de France Télévisions. Et normalement, il faut savoir un truc, c'est que quand quelqu'un fait une série, et surtout si elle marche, on lui dit ok, tu touches à rien. Mais vraiment, on lui dit ok, maintenant l'épisode qui fonctionne là, tu en fais 15 comme ça, 20 comme ça, 100 comme ça. Et moi, j'ai la chance de pouvoir dire ok, prochaine saison, ça n'a rien à voir. Et je me rappelle quand je suis allé voir France Télé avec le dossier, je me suis dit, bah, je vais me prendre un nom, quoi. Quand je vais leur dire, ok, alors ça se passe dans le futur, plus dans le présent, il y a une reine, mais c'est le futur, c'est Néo-Versailles, et ils m'ont dit, ok, quoi. Et ça
c'est une chance vraiment que j'ai. Normalement, on devrait me dire non, quoi. On devrait me dire non, tu continues comme ce qui a marché et tout. Et donc après, l'inspiration, elle vient de plein de trucs. Elle vient du fait du thème, en fait. Moi, je voulais vraiment aborder la thématique de, entre guillemets, les différentes classes sociales. Et je me suis dit, ok, il faut recréer un système monarchique. Je me suis dit, mais dans le futur, chaque ville peut recréer son propre système. Et je me suis dit, ce serait intéressant qu'il y ait un système interne de monarchie, mais complètement fucked up, où on sent que les gens, même de la cour, ne sont pas forcément des nobles à la base, mais ils se sont imposés comme nobles. Et je trouvais ça logique par rapport au monde du visiteur, qui est un monde qui fuit du même, qui dit, non, mais j'aime pas ce monde-là, j'aime pas ces gens-là, ils sont bizarres et tout. Et voilà, et aussi, voilà, je voulais des filles en corset. Voilà. J'ai une question pour les comédiens, mais on peut demander à Sabine de répondre vu qu'elle n'a pas parlé. Qu'est-ce que ça vous fait de vous regarder jouer comme ça, par exemple? Qu'est-ce que ça fait de se regarder jouer? Le gros kiff. Sur grand écran comme ça, tu verras, ma tête elle est géante. Il y a toujours un petit vertige, moi je trouve, à se voir jouer au début. Déjà on bloque un peu sur soi, on essaie de regarder ce qui se passe autour, mais on se regarde quand même en priorité. Et puis au bout d'un moment, je trouve qu'on arrive à s'extraire de soi pour regarder l'histoire globale et rire aux blagues des autres. Et puis après, il y a aussi qu'on sait, nous, ce qui s'est passé sur le moment. Donc il y a ce que vous voyez vous, mais il y a ce que nous on a vécu. Il y a des private jokes, il y a des blagues, il y a des moments où on sait qu'il s'est passé des trucs et nous on rigole de trucs qui sont pas forcément drôles pour vous. Mais voilà, en gros, c'est toujours un peu difficile. Et puis au final, on se laisse prendre en jeu, quoi. Je sais pas. Oui, il y a ça, mais il y a aussi, pour compléter aussi ce que tu disais, c'est qu'il y a, quand on mate un épisode, on se dit, on a un regard sur soi-même du style, ah tiens merde, je me rappelle dans cette prise pendant ce jour de tournage-là, ou bien j'étais pas bien, ou bien j'étais trop bien, enfin, moralement parlant. Moralement, genre, j'avais faim là, tu vois, il y a des prises où je me dis, ah tiens, je me rappelle là, j'avais super faim, et du coup, je voulais genre me débarrasser du truc pour aller manger, et du coup, je me dis, ah merde, et quand tu regardes ça a posteriori, tu te dis, merde, j'étais con d'avoir faim, j'aurais pu attendre un peu, quoi. J'aime bien manger, donc... Bonjour. Ça fait quoi de se voir, Ludo? Ludo, ça fait quoi de te voir un peu? Ça fait bizarre, mais non, je suis content de me voir sur l'écran. Voilà, merci. On a coupé la parole à... Non, je suis ici. Salut. Bonjour. Alors j'ai une petite question pour Ludo en fait. Maintenant on te voit beaucoup dans Visiteurs du Futur. Oui. Tu deviens un personnage entier. Est-ce que... C'est-à-dire que tu... Vas-y, pose ta question. Parle pas en même temps que moi, mais vas-y. Est-ce que ça veut dire que tu regardais Visiteurs du Futur? En fait, au début... Ouais, vas-y. Allez. Est-ce que ça veut dire que je fais plus. Tu regardais Visiteurs du Futur avant ou bien tu l'as connu parce qu'on t'a proposé le rôle? Alors moi, l'histoire, elle est marrante. Je m'en souviens plus exactement, mais c'était drôle, je m'en souviens. Non, je connaissais pas le Visiteur, puis j'ai connu pendant une projection de... Je parle, s'il te plaît. Pendant une projection séance Dailymotion, où je suis allé voir, c'était la saison 2, il me semble. Et j'ai regardé ça et j'étais mort de rire, je me suis dit putain c'est vraiment bien et tout, donc j'ai rattrapé mon retard, j'ai regardé saison 1 et j'ai envoyé un long mail à François en disant putain c'est vraiment bien, je t'adore, t'es beau, t'as une meuf, un truc perso après, et j'ai dit bah écoute, je suis ta chose, si tu as un petit rôle, figuration, tu te calmes, figuration ou quoi que ce soit, bah je suis là, et après on s'est vu, j'ai filé mon chèque et puis voilà, enfin, je vais pas m'étendre sur le sujet, voilà merci. Et merci François pour le rôle, excuse-moi Raph, merci beaucoup parce que je suis super content d'être dans cette série. Merci François. Non mais c'est sincère, c'est pas drôle, c'est sincère. Je t'ai envoyé un texto l'autre jour quand j'ai vu l'épisode 7, j'ai envoyé un long texto en disant mais je suis trop content, j'arrive à aller au Versailles, je sors de mes bureaux et tout. Et du coup ça me fait vraiment plaisir, mais vraiment. Allez j'arrête. Je voulais juste dire, Raph, t'es trop beau. Tu t'y mets pas aussi, toi? Ah, qui est beau? D'accord, j'ai cru que c'était moi, j'étais content. Ah, du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire tout à l'heure. Alors, c'était pour revenir sur ta réponse. Oui.
Juste pour te corriger, pour pas faire passer un mauvais message, je n'ai pas envoyé un long mail à François. J'ai envoyé un mail concis qui dit « Oui, j'aime ce que tu fais, je fais ceci, si tu as besoin de moi, je suis là ». Et c'est pour vous donner ce conseil-là, ça sert à rien d'envoyer un grand pâté en fait, parce qu'on est super intimidé quand on dit tout ça, genre j'ai beaucoup de lectures. Des photos de femmes, ça aide aussi. Si jamais. Si tu m'envoies une photo un mail sur Facebook et une photo de femme et c'est belle et tout, je réponds direct. Voilà, c'était ma vie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Spra d'abord. Spra. À la fin de la saison précédente, les bureaux des missionnaires étaient établis en 2550. Alors que quand on retrouve dans la saison 4, ils sont en 2014. Alors j'ai fait un petit article là-dessus, à la base, il y avait dans le scénario du premier épisode de la saison 4, il y avait une explication par rapport à ça. On l'expliquait plusieurs fois que à cause du fait qu'ils n'ont plus de thunes et qu'ils ont moins de machines à voyager dans le temps et tout, ils n'ont pas les portails temporels, etc. Ils sont obligés de se baser en 2014. Et j'avais des scènes où, en fait, c'était particulier. D'ailleurs, ce sera, je pense, dans le DVD qui sortira au Japan Expo. Mais en fait, c'était dans la conversation entre Raph et Henri. Ils disaient « Ah, au fait, où sont les missionnaires ?» Ils sont en 2014. Pourquoi parce que c'est ça. Et il y avait toute une blague là-dessus. Et ça faisait vraiment genre « Ah, au fait, on vous explique un truc. » Et je trouvais que ça cassait un peu le rythme. Et ça cassait un peu le dialogue. Ça faisait vraiment « On place une info et on n'a pas le temps. » Et ça c'est dû parce que dans les premières versions du scénario, même au début, c'était le déménagement des missionnaires. On devait voir le bâtiment déménager dans le temps et tout. Je me suis dit, ok, c'est trop compliqué. Donc ça a été tellement simplifié que j'ai ellipsé le truc en me disant, ok, de toute façon personne ne me demandera ça. J'ai eu tort donc. Mais voilà, c'est souvent ça, dans les premiers épisodes, le plus dur c'est de caser le maximum d'informations en minimum de temps, quoi. Et donc là j'ai un peu tranché, je me suis dit ok, ça c'est moins important, même si les vrais fans auront vu le paradoxe. Et je me suis permis de couper ça, sachant que les premiers épisodes sont déjà bien longs et bien denses, quoi. Alors bonjour. Tu es... Ok, chaque fois je te vois popper à des endroits différents. Alors j'aurais une question pour Raphaël. Oui. J'aimerais savoir comment tu fais tenir tes cheveux. Il y a une réponse toute simple pour cette question, mais il y a une personne qui y répond mieux que moi, c'est Ludovic. Tu peux répéter la question? D'accord, merci. Comment je fais pour faire tenir mes cheveux? C'est beaucoup d'exercices. François va beaucoup mieux répondre. Raph aime bien dire que c'est un secret de famille, mais dans la famille, personne n'a sa coupe de cheveux, donc je sais pas de quelle famille il vient finalement. Non, oui, c'est un secret qui se transmet de génération en génération, et je n'ai pas le droit de le transmettre à une large audience comme ça. Ça se transmet à un padawan en fait. Ouais. J'avais une question. Alors déjà, j'adore ce que vous faites, et je me demandais, c'était pas un peu une histoire de tout ou rien au début quand vous êtes lancé là-dedans, dans les sketchs, par rapport au travail, les places de travail, de se dire que vous allez gagner votre argent comme ça? En fait, c'était pas du tout dans nos plans à la base. Vraiment, et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est que si vous voulez faire des vidéos sur internet, de n'importe quelle nature qu'elle soit, n'espérez pas dire ok, alors je fais ça pendant un mois gratos, mais après j'attends mon chèque. Et je sais que maintenant, entre le moment où on a commencé, donc c'était il y a 5 ans, entre temps maintenant il y a un nouveau terme qui est né, il s'appelle youtubeur, qui est un terme qui même pour nous paraît absurde, mais qui est devenu un métier pour des gens comme Antoine Daniel, etc., Mathieu Semet et tout. Mais même ces gens-là n'ont pas fait ça pour ça à la base, quoi. Il se trouve que ça a bien marché, il se trouve qu'il y a eu un public réceptif, mais il l'aurait fait quoi qu'il arrive, avec ou sans argent. Et ça c'est un truc qu'il faut vraiment retenir, parce que maintenant que ça commence à monétiser un peu, ça veut dire que ça monétise pour tout le monde, et ça veut dire qu'il faut faire ça pour ça. Voilà, très important, sinon vous allez être malheureux. Et puis en plus il y a des façons beaucoup plus simples de se faire de l'argent. L'important c'est de garder une liberté, tu vois. Si tu mises tout là-dessus et tout, etc., tu vas être malheureux et tu vas te contraindre et tu vas essayer en plus de trouver des astuces pour dire non mais ça plaît à un type de public, et tu vas te foirer parce que
tu vas penser au public et pas à toi-même, quoi. Et nous, à la base, le Visiteur du Futur, ça a été fait pour que moi et Raph, on se marre, mais vraiment. C'est-à-dire que, et Florent, tu vois, on montrait ça, c'est marrant, ok, on le met en ligne. Et c'était tout, quoi. Et même après que maintenant, vous êtes tous là, c'est cool. Mais en même temps, à chaque fois, je me dis, ok, même si je m'inquiète beaucoup des réactions, je me dis, non, est-ce que ça plaît à Florent, est-ce que ça plaît à Raph, est-ce que ça plaît à mon équipe? Si on est content, c'est plus important, parce que si on cherche à faire des sondages, genre, vous voulez quoi? Vous voulez plus des missionnaires, plus de Néo-Versailles, plus bleu, plus rouge? Ça dénature le projet de base, en fait, et l'envie de base. Et c'est comme ça que les séries se perdent sur le long terme, je trouve. Voilà. Yes. Bonjour, moi j'aurais une question sur l'angle qu'a pris un peu la web-série. Dans la fin de la dernière saison, on voyait que ça tournait plus vers le tragique, et là aussi, comment vous avez vu ça? Pour nous, c'était une évolution naturelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une série commence de façon très absurde, très sketch, et qu'on essaie de développer les personnages, naturellement, on tend un peu vers le drama, mais on n'a jamais voulu plomber non plus l'ambiance, etc. Et dans Néo-Versailles, je pense que Néo-Versailles est beaucoup plus léger que la saison 3, de par le fait qu'on a des nouveaux personnages un peu concons, quoi, qui apportent un peu plus de blagues. Mais au final aussi, ça fait partie du fait qu'on n'a jamais... et ça se voit même dans les sketchs de Raph là, en ce moment, avec le Surécal, c'est que même si on utilise l'humour comme un ingrédient, mais on se vend pas comme des humoristes. On fait de la fiction. Et la fiction, ça a de l'intérêt que si tu as la dramaturgie, quoi. Et la dramaturgie, ça passe par l'humour, par le drame, par la peur, par plein d'outils finalement. Donc et nous, on a toujours vu ça comme ça, quoi. Et voilà, donc on s'est pas dit, tiens, on est dépressif, on va aller faire ça parce que ça va mal dans nos vies. Non, et puis même pour nous, bizarrement, le fait de mettre du drame, c'est con à dire, mais on trouve ça marrant, dans le sens intéressant. On se dit, tiens, mais ça, on l'a jamais fait. Faire une scène où c'est marrant et tout d'un coup, gros silence, et là, c'était la pleure, et je suis content que les réactions aient été cohérentes dans l'épisode 8, parce qu'on a des moments très débiles, et puis tout d'un coup, on a des vraies scènes de révélation sur les personnages qui s'avouent des trucs assez chauds, et je pense que c'est ça qui crée de l'intérêt sur le long terme de n'importe quelle série, quoi. Et nous, on part de l'humour, et on le nourrit avec du drama. Mais tu as des séries, par exemple, une des meilleures séries du monde, c'est Breaking Bad, et eux, ils font l'inverse. Ils partent sur le drama fort, et en fait, ils apportent de l'humour noir, et c'est ça qui fait que la série est aussi géniale, c'est qu'elle alterne entre les deux, et nous, on trouve ça intéressant, et voilà, quoi, on le fait naturellement. Non, c'est parce que... c'est nul, hein, mais c'est parce qu'on est... Il y a un remix sur YouTube qu'on écoute en boucle, enfin que j'écoute en boucle, et du coup, vu qu'avec Raph on dort dans la même chambre, ça va trop loin. C'était drôle. Tu tapes Breaking Bad remix sur YouTube, et je crois que c'est la première vidéo, et c'est un remix de Breaking Bad, et c'est vraiment, j'adore la musique, quoi. Et du coup, j'ai dit oui, je vais faire la musique, mais je la ferai pas parce que je suis pas... C'est très bien, je vous conseille d'aller le voir. Bonsoir, est-ce qu'il y aura une saison 5? Alors la réponse est... Oui, j'ai des infos, il y en aura une, voilà, alors... La réponse qui est vraie, c'est vraiment pas du bullshit, c'est que chaque saison est potentiellement la dernière. On essaie de conclure chaque saison, jamais avec un cliffhanger de bâtard, ou de, comment ils appellent ça, de chien, comme dit Simon. Nous, on essaie pas de faire ça, on essaie vraiment de conclure chaque histoire. Donc, je peux pas savoir moi-même. Voilà, quoi. Tout dépend d'autres facteurs que je contrôle pas tout. C'est pas une question d'idées. Les idées sont là, l'inspiration est là, l'envie est là, mais c'est une question de plein d'autres choses. Et je pense qu'on est déjà allé très très loin au niveau de la fiction web financée. Enfin, ce qu'on a fait là, ce que vous voyez, je trouverais trop cool que des gens considèrent ça au même niveau que n'importe quelle série de télé, etc. Mais c'est aberrant qu'on puisse faire ça, quoi. Avec autant de costumes, de décors, c'est aberrant. C'est pratiquement un malentendu, quoi. Donc faut pas penser que c'est la norme. C'est un miracle. Voilà. Et les miracles, c'est ponctuel. Voilà. Bonsoir, moi j'ai une question pour notre vénérenne Clotilde. Je voulais savoir comment s'était passée l'intégration dans le groupe avec les autres acteurs.
est-ce que ça avait été facile de s'intégrer, puis ça fait maintenant 3 saisons qu'ils travaillent ensemble, ou est-ce que ça a été difficile? En fait, j'en connaissais déjà quelques-uns parce que j'avais tourné dans Les Opérateurs une autre série avec François, j'avais tourné avec Slim, donc je connaissais Nicolas Bernot, et puis Samuel Braffman qui fait Octave, j'ai tourné avec lui il y a quelques années dans une autre série de jeunesse pour France Télévisions, et puis les autres, voilà, ils sont très sympas, ça s'est super bien passé, on était plein de nouveaux, donc au final, je me suis pas sentie seule. Ouais, t'étais seule qui connaissait en fait vraiment des gens à la base. Donc ouais, tu voyais Sam, voilà, Sam, Slim, moi, toute l'équipe technique, une partie de l'équipe technique qui était déjà sur Les Opérateurs. Donc, voilà. Puis j'étais la reine, merde. Enfin, je me suis imposée à un moment donné. Je peux pas, j'ai un short. Bonjour, juste à côté, ici, toujours pour toi, notre vénérée reine Clotilde, c'est Bella. Je voudrais savoir, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus dur à jouer quand tu as eu affaire à ce caractère spécial de la reine Clotilde? Connasse. Je voulais pas le dire. Une connasse, donc. C'est pas une connasse? Alors le plus dur, ça a été le costume. Je ne respirais pas. Non, en fait, quand François m'a proposé le rôle et qu'il m'a dit c'est une reine, je me suis dit ouais, facile, moi je fais du théâtre, tout ça, je me suis dit ouais, je vais pouvoir le faire tranquille. Et en fait, il m'a dit non, mais c'est pas du tout la reine que tu crois. Il m'a dit c'est un mélange de la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles et puis. James. J'avais dit ça. Et James, voilà. Et il m'a dit elle est capricieuse, c'est une sale gosse, elle est un peu wesh. Je lui ai dit alors là je pense que tu n'es pas du tout tombé sur la bonne personne, va voir quelqu'un d'autre. Et puis au final on a trouvé un compromis dans tout ça et en tout cas j'ai essayé de l'humaniser. C'est pas toujours facile de jouer les méchants et on en parlait ce matin, on parlait de Game of Thrones, Toi qui fais Geoffrey, que tout le monde d'un côté déteste mais qui est peut-être un des meilleurs comédiens de la série. C'est hyper dur d'assumer d'être un connard. Pas de spoiler, merci. Bonsoir. Ma question c'était est-ce que s'il y a une saison 5, est-ce qu'on reverra François en caméo comme dans la saison 1 dans l'épisode avec la bière? En fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas du tout le réflexe de me mettre dans le Vision du futur parce que déjà, j'ai pas le temps sur le tournage, mais vraiment, c'est-à-dire que je prendrais pas forcément plaisir à me mettre en costume et tout, etc. Dans la saison 1, j'avais un peu le temps parce que c'était très léger. Et aussi, je sais pas, j'attends aussi qu'on m'appelle sur d'autres tournages, voilà. Enfin, si c'est très court, je peux me libérer. Enfin, je sais que Raph tourne pas mal de trucs. Quand il m'a demandé de venir faire Deadpool, mais pour moi, c'était des vacances quand je suis comédien. C'est-à-dire que je viens. Et on me dit quoi faire, j'ai pas à dire ce que je veux, truc, et je bouffe à la régie, je parle aux gens, j'étais en super-héros avec des jolies filles, c'était trop bien quoi. Je voulais pas partir, à la fin je fais non mais je peux faire un autre plan si tu veux et tout, etc. Et tout, il fait non mais c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ah oui, alors parce que il y a un truc qu'on a fait, alors ça se voit pas, c'est que des fois par rapport à la figuration, on n'avait pas assez de figurants des fois sur certains plans, je sentais qu'on allait manquer, il fallait combler les plans et donc on a fait une session de fond vert où on fait passer des gens en aller-retour et ces personnages de fond vert c'était en fait l'équipe et même il y a Raph des fois qui passe et tout. Il y a moi, il y a l'assistante réelle Anaïs, il y a le producteur, il y a l'assistant régie et tout. On était tous en néo-versaillais et on passait devant la caméra en marchant, en courant et tout. Et donc je suis en fait je suis pas là, mais je sais que je me suis détouré. Je sais que j'apparais, mais très très vite fait dans le final à un moment, ouais. Voilà, mais c'est impossible à voir. Enfin, c'est une amorce en ombre et tout. Je fais c'est moi. Ici. Non, je sais pas. Ah oui. Vous en pensez quoi entre le premier épisode et puis l'épisode 8? Le dernier que tu viens de voir? Oui. C'est pour nous, c'est assez émouvant des fois de voir l'évolution. Surtout que là, en plus, on vient d'apprendre donc à partir du 20 mai, je crois que France 4 allait diffuser tous les soirs, genre mais à 20h30, quoi. La saison 1, 2, 3, et pour nous, mais on est mort de rire de se dire que cette saison 1 qu'on a filmée en disant ok personne ne regardera ça, va être diffusée à France 4,
et que à un moment donné, Florent va chier dans un seau sur la chaîne nationale, quoi. Donc pour nous c'est génial, et moi j'avais peur, justement, j'attendais qu'ils m'envoient des... Parce qu'en fait, ils ont dit on va diffuser la saison 1, 2, 3, et je l'ai regardé en mode mais vous n'avez pas vu en fait, vous savez pas si vous allez diffuser. Et alors j'ai eu des mails du style ouais l'épisode 8 il est un peu désynchro, je sais pas ouais parce qu'on a tout doublé, c'est mal fait, on pensait pas le faire à la télé, pardon. Et je pensais qu'ils allaient vraiment censurer des trucs, et a priori, alors peut-être ils vont faire des coupes, et je suis pas au courant de tout, hein, vous savez, et puis de toute façon c'est pas très grave en soi, parce que c'est... Pour nous la télé c'est une deuxième fenêtre, hein, c'est pas notre fenêtre principale de diffusion. Mais rien que ça, c'est improbable quoi, de penser que ces trucs-là vont être diffusés au cinéma, enfin déjà au cinéma on l'a fait, et à la télé, enfin France Télé quoi, mais c'est n'importe quoi, on vit dans un monde de fous, et c'est génial. Donc on kiffe, et nous on est fiers de voir la série évoluer, etc. Jamais on aurait pu imaginer ça il y a 5 ans, parce que en mai, on va arriver aux 5 ans de la série, putain de merde. Juste pour préciser, il y a des gens qui m'ont déprimé en me disant putain, le futur j'adore, putain mais c'est toute mon enfance. Je fais pardon. Et c'est vrai que je lui ai dit ouais bah j'avais 11 ans quand j'avais vu le début, et maintenant j'ai 16 ans. Et entre 11 ans et 16 ans, tu grandis vraiment quoi, tu grandis, ça paraît un gap énorme quoi. Et je dis putain, et des fois j'ai l'impression de dire putain mais par rapport à nous, à notre âge, à quoi correspond peut-être au Club Dorothée, au Tutti Free, c'est improbable. Et puis pour Raph, je veux bien être le jeune padawan. Mais il y a une grosse sélection, hein, mais peut-être, ça dépend de ton swag. Raph, je te kiffe. Merci. Alors, salut. En fait, ce que je voulais savoir, c'est en faisant abstraction du steampunk, c'est hyper chiant de s'entendre comme ça. Bref, en faisant abstraction du steampunk, il y aurait quoi d'autre comme univers dans lequel vous voudriez évoluer? Là-bas, tu lèves la main s'il te plaît. Donc à part le steampunk, tu disais quelle autre inspiration peut avoir? Ouais, je sais pas, du cyberpunk. Cyberpunk et tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage du post-apo, c'est que on peut faire de la récup. Et tous les décors de Néo Versailles ont été faits à partir de la récup. Et c'est ça l'économie qu'on arrive à avoir. Enfin, on arrive à faire un truc qui rend stylé, mais à partir de trucs préexistants. Donc là-dessus, le côté post-apo, c'est plus facile à faire que le côté cyberpunk. Le côté technologique, avec des mecs qui volent et tout, des voitures volantes, etc. Ça c'est, je sais pas, 200 fois plus dur à faire, tu vois. Donc bizarrement, je suis assez content du côté un peu rétro crado, parce que ça reste accessible pour nos moyens de production qui, malgré tout, sont pas si élevés que ça, quoi. Donc un jour, si tu vois des trucs en mode vraiment... je me rappelle dans la saison 2, on a fait un plan en mode un peu cyberpunk, c'est le plan où on voit le futur de Mathéo et Judith, on a mis un train en 3D et on a fait ok c'est bon, on peut plus rien faire quoi. Enfin, c'était un peu... Et en même temps il y a des endroits, des fois je me dis putain mais si on avait un peu plus de moyens on pourrait faire ce genre de truc, un peu plus cyberpunk, mais si un jour on fait ça, c'est que vraiment on a accès à plus de moyens quoi. Mais pourquoi pas quoi. Et aussi, il faut savoir que j'aimerais bien faire un truc normal aussi, un truc sans voyage dans le temps, parce que c'est très compliqué à gérer scénaristiquement, et ça me ferait des vacances de faire un truc linéaire un peu quoi. Une scène de noob, ah oui, d'ailleurs c'est, petite aparté, donc le noob là ils sont en train de faire leur film, et on est en train d'essayer de voir si je peux venir une journée réaliser une de leurs scènes quoi. Et en plus ces bâtards ils me font quand je pense à Noob je pense au baston, je pense au costume, je pense au décor, et ils me font ouais on pourrait te faire une scène, un truc dans la vraie vie de dialogue chiant, un truc que tu sais faire et tout, et je fais mais non mais moi je veux qu'ils se battent et tout, il fait ah ouais mais c'est compliqué, et donc il se peut que je fasse une scène, et ce soit une scène avec des plans fixes et il y aura marqué réalisé par François en bas et personne verra la différence quoi. Alors, je suis un grand fan du jeu d'acteur de Ludovic. Ah, j'adore ta voix déjà. De quoi? Ah ouais, j'attendais un grand plaque et tout. Ouais. Putain, mais tu pourrais faire du doublage.
Pourquoi? J'ai une voix de doublage. Ah, t'as une voix de couillu. Précédemment dans Yu-Gi-Oh! Bon, on se calme. Alors, je suis un grand fan du jeu d'acteur de Ludovic, et puis, voilà. Merci à toi. Tu es une femme, je ne vois pas d'ici. Tu es une femme? Il est là. Non, bah non, d'accord, mais merci quand même. Non, mais sérieusement, continue, parce que c'est un... Vous connaissez les micro-trolls? C'est gentil. Ouais, justement, mais j'adore. C'est bien, c'est vraiment un des trucs... C'est de la merde, hein. Hey, ta gueule, toi, c'est bien. C'est gentil, merci beaucoup. Moi, j'ai très hâte de voir... Enfin, vous connaissez aussi Mallard, du Zapping? Commissaire Mallard? Oui. Regardez, c'est vraiment très très marrant. Et ce mec, il est tellement drôle qu'un jour, il ira en prison pour ça. Tu regardais quoi? Ouais. Le mec, je viens de dire, c'est le dézapping. Il faut que tu regardes le dézapping. Il y a un personnage de Ludovic récurrent qui s'appelle Commissaire Mallard, c'est ça? Le brigadier Mallard. Brigadier Mallard. Et c'est le policier le plus raciste et incompétent. Oui. Comme tout à l'heure, tu disais France 4 t'autorisait à montrer Florent en train de chier dans des seaux. Moi, je fais des blagues racistes et tout, et ça passe sur Canal. Je fais bon, bah, tant mieux. Enfin, si on me dit rien. Mais je suis pas raciste, hein, je vous rassure. Pardon? Non, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Question suivante. J'ai une question. Dans la saison 4, pourquoi les gens qui habitent dans le futur, ils sont accros à la Wiz? Au Wiz? En fait, c'est même pas qu'ils sont accros au Wiz, c'est que c'est la bouffe de luxe. C'est un truc qu'on avait un peu mis dans la saison 1. On avait fait cette blague de, dans le futur, bouffer de la bouffe pour... oui, c'est de la bouffe pour chat. Et bouffer de la bouffe pour chat, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Genre, et en fait, donc on a fait des faux trucs de Wiz. Sauf que c'est... on demandait aux comédiens de l'en bouffer, mais tout le temps, quoi. Et en fait, c'est dégueulasse. C'est pas de la bouffe pour chat, je vous rassure. C'est du thon. Mais c'est pas... Enfin, à 8h du mat, je pense que ça passe moyen. Personne n'a bouffé du Wiz ici, non? C'est vraiment Sam et surtout Flaubert qui en ont bien bouffé, quoi. Et c'est surtout que quand on brainstormait sur la saison 4, avant que tu l'écrives et tout, on s'est posé la question de pourquoi une reine serait au pouvoir, enfin comment elle aurait le pouvoir, oui. Et on s'est dit comment t'as le pouvoir dans un endroit où c'est le bordel, et on s'est dit que ça passait par la bouffe. Hein. La bouffe, c'est le truc qui réunit les gens, et si t'as la bouffe, du coup, elle détient... En fait, voilà, le truc de la mythologie, voilà, ça, c'était qu'on s'était dit qu'elle détenait une réserve de Wiz. On s'était dit, moi, je me suis dit, ah, c'est cool à un moment... Non, pas forcément elle, mais tu sais, genre sa mère, etc. Oui, ou avant, fait que Néo-Versa a été créé sur un camion de Wiz renversé qu'ils ont récupéré, ils ont dit, ok, c'est à nous, et on va le contrôler pour le donner aux gens ou pas, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont eu leur pouvoir, en fait. C'est pas de la bouffe pour chat. T'es pas au courant? Non, bah voilà, mais c'est un truc qui fait partie des... Il y a beaucoup de trucs de background qu'on a eu comme discussion, mais qu'on ne peut pas placer, quoi, forcément. Oui, c'est pour nous, c'est pour ce... Bah, c'est au cas où, pour justifier... Voilà. Oui. Oui, ici. Sur le fait que le visiteur n'ait pas de nom, à l'origine, c'était volontaire ou non? Est-ce que tu as vu qu'il avait un nom, finalement? Oui, justement, mais est-ce que vous l'avez choisi, justement, ou vous êtes encore en train d'y réfléchir? On peut te dire un truc, c'est que nous on le connaît. Vous le connaissez? Vous l'avez choisi? Ah bah oui. On pourrait avoir un indice ou pas? La première lettre. Ça dépend, t'es une femme? Moi je te le dis, hein, si tu veux. D'accord, pardon. Je peux pas en dire plus. D'accord. Il est nul. Il est nul. Non mais alors, le truc c'est que Ici. Je pense que si un jour on dévoile le nom, je pense que ça sera cohérent. C'est tout ce que je peux dire. Mais je sais pas si on va le dévoiler. Merci François, ça nous suffit, merci. Peut-être. Peut-être c'est cohérent le nom. C'est toujours cohérent. Alors j'ai une question. J'aimerais savoir pourquoi ce bras. Mais en fait, c'est un truc que des gens ont dit, genre, hey, d'où ça sort ce bras, vous l'avez inventé? Et je fais, mais t'as jamais traîné dans le 9-3? C'est le truc que disent les wesh un peu, enfin, peut-être pas tous, mais c'est la mitraillette.
Et on s'est dit, voilà, comment faire une reine wesh. J'ai dit, ok, le cri de ralliement du futur, c'est ce bras, quoi. Et voilà, et après on l'a transformé en verbe. Alors, il y a eu tout un débat sur le fait que justement à un moment, Florent, qui dit je lui demande de se brailler bien fort, il dit non, c'est se brailler, c'est se braillir, c'est se braire. Et on s'est dit non, ça peut pas être se braire, on essaie de le conjuguer et tout, on dit bon, allez, se brailler, au moins. Et Florent était pas d'accord, il dit non, c'est se braire. J'ai dit mais les gens vont pas comprendre, se brailler c'est plus simple. Bref, voilà comment on se prend la tête sur des conneries. Bonjour. Pourquoi Judith est morte dans la saison 3? Est-ce que l'épisode t'a marqué? Oui. C'est déjà une bonne raison déjà. Oui, après, est-ce que dans les séries que t'aimes bien, t'as des personnages qui meurent? Voilà. Et est-ce qu'ils meurent pour une raison précise? Pas forcément, enfin, c'est scénaristique, tu vois. Et là, elle meurt pour sauver le visiteur. Elle meurt, elle se sacrifie, alors que c'est un personnage à la base très égoïste, qui pense à sa gueule, qui s'ouvre pas aux autres. Elle finit l'aventure en se sacrifiant pour les autres et en regrettant de ne jamais avoir accepté Matteo dans son cœur. Et donc, c'est pour moi la plus belle fin qu'on puisse imaginer. Donc, je voulais un truc beau, quoi. Et des fois, ça passe par des moments douloureux. Et l'autre raison aussi, c'était que, en fait, à la fin de la saison 2, personne ne meurt. C'est vraiment une saison 2 qui se termine sur tout le monde se met un peu d'accord et tout, etc. Genre, ok, on fait la paix et tout, etc. Et c'était cool, mais je pouvais pas faire la même chose pour la saison 3. Il fallait avoir des nouveaux, un level up en termes d'enjeux, en termes de danger. Et c'est une série où les gens se tirent dessus, et beaucoup, et je me dis, mais si aucune balle ne touche personne et ne blesse personne vraiment et tout, il n'y a plus de tension, quoi. On aura l'impression que les gens peuvent se balader comme ça et la mort de Judith permet de montrer que ça peut arriver, quoi. Comme dans la vraie vie, les gens, quand ils se tirent dessus, ils peuvent en mourir. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles le personnage de Judith est morte et c'est, comment dire, c'est ce qui se passe dans les séries en général, quoi. Donc, désolé, je suis désolé, mais c'est, en même temps, je pense que c'est un des meilleurs épisodes de la série. Quelqu'un d'autre a une question déprimante? Non. Bon, bonjour, j'ai une question assez précise. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué à la fin de l'épisode 6, si je ne me cours pas. C'est la scène où on voit la dirigeante des missionnaires, Constance. Constance, merci. Qui est extrêmement émue à la révélation de la chute de la reine. Est-ce qu'il y a un rapport, un lien quelconque entre les deux personnages, un lien de parenté ou une émotion quelconque? Attends, je sais pas du tout en fait. Tu parles de quoi? C'est le 6? T'es sûr que c'est le 6? Elle pleure parce que... Et tu penses qu'elle pleure parce que la reine... Ok, d'accord. Je trouve qu'il y a un lien entre les deux, mais je ne sais pas si c'est juste mon cerveau débile qui fait le lien. Alors, c'est pas... Alors, je dis, attention. Je dirais jamais que ton cerveau est débile. Je suis content que les gens aient plein d'interprétations et ils voient des choses qui ne sont pas vraiment là, mais c'est pas très grave. L'explication, je sais pas si tu vois les images, mais au moment, en fait, c'est pas par rapport à la reine elle s'en bat les reins. Le vrai choc de Constance, c'est au moment de la demande en mariage. D'abord, c'est au moment... En fait, toute cette scène dans l'épisode 7, déjà, c'est... D'ailleurs, quand le visiteur apparaît, on est du point de vue des missionnaires cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on a déjà vu ces scènes de le visiteur qui dit bonjour, on est au Versailles, je suis le meilleur et tout. Et là, on est dans une musique dark, on est dans une ambiance dark. On est du point de vue de Constance qui observe ça, qui dit mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qu'il fout le visiteur? Pourquoi il fait ça? Elle l'idéalisait. Je sais pas, la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était genre le mec le plus romantique du monde qui lui dit ciao bébé, je te laisse les rênes du truc et tout. Et là, elle le voit comme un guignol en train de s'afficher devant tout le monde, en train de se faire kiffer. Donc il y a une énorme déception et c'est ça la clé de Constance à ce moment-là, c'est de dire mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Et en plus, il demande en mariage une meuf et tout, etc., qui est une reine, d'où elle sort celle-là, c'est qui celle-là, hein? Et donc c'est pas du tout en fait ça. Ce que tu disais, c'est l'inverse, c'est que elle est triste par rapport à ce que devient le visiteur, par rapport à tous ses espoirs, sachant qu'elle a repris les rênes des missionnaires à la fin de la saison 3 en se basant sur tout ce que le visiteur lui a dit. Il lui a dit je viens d'un autre monde, c'est comme ça et tout. Et elle a dit ok, je vous crois, vous êtes un héros, vous êtes limite un prophète. Et là, c'est la plus grande déception qu'elle puisse avoir. Donc c'est pour ça qu'elle pleure à la fin. Et là, je viens de me rendre compte que peut-être personne n'a compris en fait. Ouf. D'accord. Il s'est rassis juste à ce moment-là. Mais
En soi, je sais pas, pour moi en plus, quand on voit j'ai rajouté des images subliminales en plus, alors ça va très vite, du contre-champ de la saison 3 où ils se regardent. Pour moi, c'était ça la clé de Constance. Constance, quelqu'un de très froid, très fermé, qui à un moment s'est ouverte aux visiteurs, parce qu'elle a eu confiance en lui et qu'elle a mené sa barque avec les missionnaires et a rajouté de la merde en se basant sur ce qu'avait dit le visiteur. Et là, à partir de l'épisode 7, tout est remis en question. C'est les deux, c'est une confiance. Il y a une romance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de faire une sorte d'indice de romance, mais sans les faire s'embrasser et tout. Dis-moi, ouais. C'est ça, ouais. Et en plus, à ce moment-là, j'avais dit à Florent, je dis voilà, tu te penches sur Lenny et il faut qu'on ait un doute que tu vas l'embrasser et finalement tu te barres. Et ça, c'est un truc qu'on a essayé de le faire le plus subtilement possible et des gens sont passés à côté. Mais nous, c'était très important que ce soit pas genre en mode mais je t'aime. Et c'était marrant parce que Lenny, elle me disait ouais, cette scène elle pourrait vraiment être nulle quoi. Et on imaginait en train de la parodier cette scène quand elle fait oh, visiteur. Et on s'est dit que ça peut être vraiment très nul et donc il vaut mieux jouer sur le non-dit, quitte à perdre des gens, quoi, que les gens ne captent pas toutes les infos, plutôt que de dire ouvertement ce que les gens pensent. Quoi. De toute façon, dans la vraie vie, les gens ne disent jamais mais mes sentiments pour toi sont mitigés, car tu es un héros et en même temps je te déteste, tu vois. Enfin, ça te fait marrer, toi. Oui, donc tout d'abord, j'aimerais tous vous dire déjà bravo, puis merci pour tout ce que vous faites vivre. Ça, c'est vraiment très suisse et merci vraiment de vous remercier. Quoi. Donc ceci dit, je peux poser donc une question qui prendra 10 minutes. Non, c'était tout simple. En fait, c'est pourquoi les manettes de Wiimote en tant que service dans le futur. Voilà. Alors déjà, c'est pas forcément des... Alors, attends. Oui, parce que des fois, quand il y a la scène où c'est en contre-champ, il parle de M. Pokora qui dit que... Alors ça, c'est dans la saison 1, c'est quand... Il mange avec des manettes de Wiimote. Ouais, dans le futur, qu'est-ce que t'en sais, déjà? Oui, mais comment c'est venu? Est-ce que vous avez une explication des choses? Non. Je voulais un truc vraiment pas pratique et débile que personne ne remarque. Et tout le monde l'a remarqué, hein, comme d'habitude. Et je me suis dit, dans le futur, je m'imaginais que les couverts, c'est des trucs que t'appuies, ça transporte ta nourriture dans ta bouche, un peu genre joup, joup, joup. Et donc je me suis dit, ça peut ressembler à une Wiimote. D'où la confusion que Judith, dans la saison 2, dit, mais ça, c'est pas des... Enfin, Raph dit, c'est pas des couverts. Parce que ça ressemble à des Wiimotes, quoi. Mais cette blague est tellement 2009, finalement. Alors, Julien. Alors moi, j'ai encore 2 questions. La première, c'est avant toute l'idée du visiteur du futur, avant toute la première saison, est-ce que Raph, t'avais déjà cette coupe de cheveux? Je m'attendais à un truc tellement high level et tout. La conférence sur ma coupe de cheveux, c'est demain à 14h30. Non, vraiment, pour répondre à ta question, je n'aurai la réponse. Non, elle s'est trouvée sur le visiteur, en fait. C'est con, parce que j'ai analysé mes cheveux, j'aime bien analyser mes cheveux. C'est qu'en fait, j'avais une coupe relativement... plus normale dans le début de saison 1. Puis l'épisode 9... c'est quand tu te réveilles. Arrivé l'épisode 9, en fait, je devais faire un mec qui se réveille. Vraiment, et du coup, je me dis, vas-y, je me fous les cheveux en l'air comme un porc, quoi, comme Sonic, quoi. Juste l'homme qui se réveille comme ça, quoi, c'est tout à fait naturel. Et en fait, j'ai gardé ça. Je me suis dit, ça c'est cool. Je me sentais léger et tout. Et puis je me kiffais, je kiffais me regarder dans le miroir comme ça, quoi. Du coup, j'aimais ma personne. Et du coup, ça continue à partir de là. Donc, épisode 9, épisode super important pour tout ce qui est ma coupe de cheveux. La mythologie. On en parlera demain. N'hésitez pas à préparer vos questions, tout ça. On sera en live avec plein d'autres coiffeurs, Jean-Louis David, tout ça. Merci à tous et à demain, tout ça. Dans la première saison aussi, à un moment, le visiteur du futur, il vient dans l'appartement à Raph et il lui dit qu'il y a un robot tueur qui va venir le tuer. Et c'est l'épisode en fait où il porte
une passoire avec un parapluie et qu'il met la photo sur Facebook. C'est cet épisode-là dont je parlais, l'épisode très important pour ma coupe de cheveux, c'est celui-ci, c'est les robots tueurs. Ouais. D'accord. Qu'on voulait appeler la coupe de Raph, Beginning, The Origins, tu vois. Est-ce que cette question, c'est sur le fait que sa coupe change dans un plan? Non, c'est est-ce que quand on t'a raconté que tu devais faire cette scène, est-ce que tu étais d'accord? Ah oui, non, sans déconner, j'étais super d'accord parce que on avait fait que des scènes où le visiteur fait super des trucs un peu cons à Raph, mais là, c'était le double du visiteur déjà. Donc il est encore plus fucked up pour pousser le truc encore plus loin. Et à l'époque, ouais, c'était, ça m'avait fait vraiment rire sur le papier. Je me suis dit, putain, il le ridiculise de ouf, ça va être super drôle. Et il y avait aussi ce truc qui était noté dans le scénario, que c'était un plan séquence truqué, mais le tout, il n'y aura pas de coupure, il n'y a pas de chant contre chant. Je me disais, gros challenge quoi, de faire ça et d'arriver à faire ça dans une même après-midi en tournant d'autres épisodes en parallèle. Et du coup, ça m'a, Raph, c'est pas moi, c'est un personnage. Et du coup, je me dis, mais carrément, je veux jouer ce personnage qu'on ridiculise et qu'on traîne dans la boue à poil en caleçon, tout ça. J'adore ça. Il y a une autre série qui s'appelle J'ai jamais su dire non et vous jouez un personnage. Est-ce que vous pouvez nous faire des chips? Danse. Voilà, faut se remettre dans le contexte et tout. D'où est né le personnage de Eugène dans Je me suis dit non, que tu interprètes? En fait, ouais, à la base, pour l'anecdote, les chips, c'est devenu une sorte de marque du personnage, mais c'était une impro sur le fait que je devais rien dire en fait. La blague finale c'était et là il y a la gueule de François. Et je fais bah super, c'est pas marrant, il faut que je rajoute un truc. Et je cherchais autour de moi et je vois des chips, et là j'ai fait chips. Et en fait c'était l'intonation qui a aucun sens en fait, parce que des fois, voilà, ça veut rien dire cette intonation chips. Et en fait j'avais testé d'autres trucs. J'avais vraiment bretzel, j'avais ce que j'avais sous la main. Et le meilleur c'était chips. Et après, Slim a décidé de faire du fan service pour le coup, en disant ok, on va l'appeler Chipster. Mais c'est débile, pourquoi il aime les chips? Il n'aime pas les chips, il a dit juste chips à un moment et donc depuis maintenant il aimait les chips. Moi j'ai toujours trouvé ça débile, mais je l'ai toujours fait parce que à ce moment-là je suis pas scénariste, je suis comédien, donc j'exécute. Et voilà quoi. Et aussi, un autre truc qu'il faut savoir, c'est que je suis pas hyper fan des chips. Et depuis que j'ai fait ça, les gens me donnent des chips en mode tiens, bouffe. Et en fait, j'aime pas trop les chips, ça m'assèche, surtout en convention et tout, etc. Donc j'aurais dû dire, je sais pas, meuf à poil, tartare. Mais voilà, donc j'aurais dû mieux calculer mon coup, quoi. Bière. Crime rouge, limite, ouais. Bon là, c'est pour la Belgique. Chocolat, voilà. Fromage, ça va. Fromage. Imagine si je me tabasse du fromage dans mon sac en convention. Alors, bonjour les visiteurs. Ma question en fait, c'est... Les visiteurs, c'est Christian Clavier, Jean Reno, Ryan Chazal. Alors ma question ce serait, est-ce que vous avez pensé à faire une saison de préquel, c'est-à-dire une saison quand le visiteur arrive pour la première fois dans le futur, qui voit le docteur Henri Castafolt, qui va dans la prison nécrophile, tout ça quoi. En fait, tous ces passages-là de l'univers du Visiteur Futur font partie du background. Il y en a... il y a des trucs qui peuvent ressortir, ouais. C'est pas intéressant, je trouve, de faire une saison juste préquelle. Ce qui est cool, c'est que tout ce qui s'est passé avant, on l'a nous en tête, on se dit ah tiens, il aurait pu se passer ça, etc. Et c'est de le caler dans. En fait, pour moi, ce que je peux dire, c'est que les saisons du Visiteur Futur, donc en format série, sont centrées sur le visiteur et Raph. C'est ça que, à chaque fois, le cœur de la série. Il y a beaucoup de choses qui changent, que ce soit l'univers, les couleurs, machin, etc. Mais au final, le visiteur et Raph, le visiteur et Raph. Donc si on fait une saison préquelle sans Raph, pour moi, ça a moins de sens en série web, comme ça, ou en série tout court. Après, on a l'avantage avec Ankama d'avoir accès à d'autres médias, notamment la bande dessinée. Et donc là, dans la bande dessinée, on s'était permis de ne pas mettre Raph, par exemple. Parce que pour moi, voilà, c'est d'autres codes. Donc oui, il pourrait arriver un jour qu'il y ait
un truc dans un certain type de format, un certain type de média, qui parle d'autre chose que du visiteur et de Raph et tout, donc ça pourrait arriver, mais pour l'instant, il y a tellement de taf à faire. Enfin, là, c'est pas terminé, la saison 4. Elle sera terminée vraiment à la veille de la projection de Lille. Donc déjà, je m'occupe de ça, et après, je verrai, voilà quoi. Mais c'est plus ou moins écrit, on va dire, dans le sens où ça fait partie du background, on peut piocher dedans, mais aussi, ça peut ne pas être très intéressant. C'est le risque. Expliquer les choses. Parce que, vous souvenez-vous des préquels Star Wars? Voilà. C'est pas hyper intéressant de dire, vous voulez savoir comment Darth Vader est devenu Darth Vader? Ouais. Et en fait, il était enfant, et après, il était méchant. Voilà. Tu vois, et donc tu fais, ok, ouais, c'est exactement ce que je pensais, donc, très bien. Donc il n'y a pas de surprise. Donc la notion de préquel, et je dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'il faut jamais c'est très dur à traiter. Récemment, une préquelle que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de Monstres et compagnie, parce qu'au final, c'est un truc à part entière, quoi. C'est que c'est pas juste en mode, on t'explique comment sont devenus les personnages que tu connais, c'est juste qu'on te raconte une histoire. Et c'est ça pour moi le plus important dans n'importe quel type d'histoire, c'est de raconter une histoire, et pas juste de te faire un background ou un flashback, quoi. Parce que faire une préquelle, ça peut juste sonner comme un flashback, et faire un flashback d'une saison, c'est peut-être un peu lourd, quoi, je pense. Pourquoi en 2014, quand il y a les bureaux des missionnaires qui ont déménagé, il y a encore la fenêtre avec le monde apocalyptique derrière? C'est pas apocalyptique derrière, c'est littéralement Malakoff. C'est une région parisienne de Paris, c'est des HLM en fait. Ça se met, mais le truc c'est que ceux qui sont déjà venus à Malakoff, ouais, je pense qu'on peut dire que c'est pas le meilleur endroit de la région parisienne. Ouais. Je suis d'accord. Alors d'abord bonsoir, et merci de venir jusqu'ici. En tant que Français expatrié, ça me fait beaucoup plaisir. Non mais c'est cool, merci à toi. Alors j'avais une question à propos en fait du protecteur. Alors savoir si pour notre cher styliste, l'inspiration était venue de Daft Punk, tout bêtement. Daft Punk pour le protecteur, alors vas-y. C'est particulier le protecteur, c'est un cas particulier. Alors c'est un cas particulier parce qu'en fait c'est un personnage qui a été amené par le cascadeur qui le porte. Donc c'est une de ses créations parce qu'il faut savoir que notre chef cascade Kefi, c'est un spécialiste du Sentai. Et ça, il a été formé au Japon. Donc je pense qu'il s'est fortement inspiré de ses origines. Il a fait le Rangersverse dans les Power Rangers, etc. Il a fait beaucoup de rôles comme ça. Et lui, il voulait créer en fait, à la base, c'était pas du tout Daft Punk, c'était un Power Rangers, quoi. Voilà, c'était un Power Rangers avec un casque. Ouais, un Daft Punk, en fait. Et en fait, il est venu à la fin de la saison 3, il m'a dit, tiens, j'ai fait ça. Et je fais, comment ça, tu l'as fait? Je me suis fait un costume de robot, hyper détaillé et tout. Et il me fait, mais tiens, utilise-le dans le visiteur si t'as envie. Et je fais, attends, mais putain, mais mec, c'est ouf et tout, mais toi, c'est pour toi, tu vas l'utiliser? Non, je le donne. Je fais, putain, mais tes filles, c'est un mec comme ça, c'est un passionné de fou, c'est un putain de geek qui va faire un costume comme ça pour me faire plaisir, dire tiens, prends-le ou le prends pas et tout. Et je me suis dit, ok, alors ça tombe bien parce que justement, j'avais besoin d'un personnage de porte-lame pour le Néo-Versailles. Je me suis dit, ok, ça peut être un robot, quoi. Et en plus, Kefi m'a dit, voilà, Kefi, il n'ose pas trop demander, il dit, moi je suis pas comédien, mais j'aimerais vraiment essayer de m'améliorer dans ce qu'il appelle donc le jeu corporel et tout, les mouvements et tout. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de voir mon visage et tout. Je sais pas, ok, on va créer un personnage et tout. Et là où je me suis vraiment amusé avec le protecteur, c'est qu'on le montre en mode badass quand il défonce le visiteur, etc. Et après je lui dis, ok, là tu danses, et là tu fais n'importe quoi. Et Kefi, il le fait à fond, et il me dit, t'as vu quand j'ai fait l'escalator et tout, etc. Et j'ai fait, non, mais il y avait trop de gens et tout. Et en fait, on a pu le rendre vraiment marrant comme personnage, avec des blagues visuelles. Là, on a fait le coup du black quand il fait comme ça. Et on s'est vraiment marré à le faire avec Kefi. Et après, on a dû quand même le rendre cohérent avec CK, quoi, sur mais comment on peut l'intégrer. Donc on lui a trouvé une sorte de cap, etc. Et on s'est dit, tiens, ça peut être stylé qu'il soit toujours immobile et tout, etc. Et dès qu'il met dans un mode action, il enlève sa cape comme ça, dans un plan qui est impossible à faire. C'est un cut en fait, parce qu'il peut pas l'enlever comme ça. Donc quand on voit le tournage, il fait. Et après, le truc, il fait. Et après on cut, et après on jette la cape, et c'était genre, waouh, c'est trop stylé. Mais en fait, c'est impossible physiquement. Tous les cosplayers comprendront ce que tu dis. Ah ouais, parce que justement, les cosplayers, Siké, que vous avez peut-être. En fait, ce matin, elle était là, et elle était en Catwoman. En Catwoman de Batman Arkham. Non, de Injustice. Injustice, pardon.
Putain, et donc voilà, donc elle connaît les contraintes des costumes, donc c'est dur de se plaindre devant elle parce qu'elle porte régulièrement ce genre de truc. La première fois que j'ai vu Siké, elle était en déesse Shiva en forme de moto de FF13. Et j'ai vu, mais c'est impossible de faire ça, c'est d'avoir une roue sur la tête. Et elle l'a fait. Et après, un an plus tard, je la croise au Japan Expo et tout le monde dit « Hey, il y a Siké qui est là-bas » et je fais « Mais c'est qui ?» Bah, c'est Mario. Elle était en Mario, quoi. Et c'est un des trucs des centaines de cosplays qu'elle a fait, etc. Et donc à chaque fois, je la croise dans une convention. La dernière fois, elle était en Game of Thrones, etc. Et c'est toujours une surprise pour moi de la voir. J'essaie toujours de la reconnaître, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir son Facebook, Siké. Il y a plein de boulot de ouf. Bonjour, alors moi j'avais une question, j'aimerais savoir la recette du jus de chaussettes. C'est du jus de kiwi. Ouais, c'est pas exactement ça, François. C'est moi qui ai donné l'astuce à Olivier d'ailleurs. Ah ouais Il me dit ouais, il me faut un truc avec une couleur mais immonde et tout. Je fais, tu connais le sirop de banane kiwi? Tu mélanges ça à du jus d'orange, mais ça fait un truc immonde. Par contre, ça va être très sucré, c'est dégueulasse quoi. D'accord, j'étais pas au courant en fait, ouais. C'est Leader Price qui fait ça, sirop banane kiwi. Si vous avez envie de mourir, c'est pour vos soirées, sirop banane kiwi, le jus de chaussettes. Bonsoir. Ouais. François, si demain France 4 te propose de tourner un téléfilm sur le visiteur, tu dis oui, tu dis non, peut-être? Ah ouais, je dis oui, ouais. Franchement, enfin, de faire, pour moi, l'intérêt de chaque année du Visiteur du Futur ou de French en général, c'est de faire un truc mieux si ce n'est différent, quoi. Donc, essayer de jamais faire toujours la même chose. Si c'est un téléfilm, en fait, je pense que vous serez d'accord sur le fait que c'est un mode de diffusion un peu frustrant de faire un truc en mode comme un film, mais diffusé toutes les 2 semaines en bout de 13 minutes et tout, etc. C'est pas le plus agréable à suivre. Et c'est sûr que moi, mon rêve, ce serait que vous voyez tout d'un coup comme ça, quoi. Donc en téléfilm ou autre truc, quoi. Donc ce serait génial, quoi. Ce serait un vrai rêve. Bon, je vais pas me lever, sinon derrière ils vont plus rien voir, mais une question pour absolument tout le monde, comme ça même Ludovic pourra répondre. Qu'est-ce que c'est votre meilleur souvenir sur le tournage de la saison 4? On a passé, c'est con, je vais faire le vieux naïf, tout ça, mais c'est vrai que le fait de passer un mois ensemble et de passer un mois, il faisait beau à Poitiers, tu vois, et on est tous ensemble, entre potes et tout, mais on travaille, et c'est au mois d'août, tu vois, donc c'est un mois, normalement c'est l'été, c'est les vacances. C'était un truc vraiment particulier parce que on se détendait le soir, etc. et les week-ends, et on était en famille, entre potes et tout, et à la fois du lundi au vendredi on bossait, quoi. Et c'est une expérience super particulière et très enrichissante. Au revoir. Enfin, ça m'a permis de développer ma diction et tout ça, en tout cas, vraiment pendant un mois. Et non, parce que en tant que comédien, on a suivi et appris beaucoup de choses au fur et à mesure des saisons. Et là, de se dire, ok, on tourne tout d'un coup. Donc là, ce lundi-là, lundi à 8h, on tourne la fin. On tourne une scène de la fin. Mardi, on tourne une scène au début fin. Et en tant que comédien, il faut arriver à se replacer, ok, mon perso, il est où, etc. Et on a appris énormément de choses, donc voilà, c'est la réponse super niaise de genre c'était un énorme, enfin tout était un bon souvenir. Après, si j'ai un souvenir qui me revient, c'est quand on est allé au Futuroscope avec Ludovic, c'était cool, on a rencontré des meufs. Je vais faire encore plus con. Moi, François, mon meilleur souvenir de tournage, c'était le tournage. Merci à tous. Je fais quoi? François avec moi. Et merci François pour le tournage, c'était vraiment bien. Je voulais dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié. Je vais passer la parole parce que je sais plus ce que je voulais dire sur le tournage. Mais oui, je suis resté. Le tournage a duré un mois et tellement c'était bien. Moi, je suis resté tout le mois alors que je tournais qu'une semaine. Et on mangeait bien là-bas. Voilà. Le meilleur souvenir pour moi, c'était mon dernier jour de tournage.
Alors c'est pas parce que c'était fini, parce que j'ai eu l'impression, voilà, on travaillait tellement avec passion et avec plaisir que ça n'a pas été, enfin ça a été fatigant parce qu'on n'arrêtait pas, mais ça a été vraiment comme des vacances pour moi. Et quand je suis partie, en plus j'ai pas pu rester tout le tournage, c'est mon assistante Lola qui a pris le relais. Quand je suis partie, c'était après la scène, il me semble, du bal. Et donc avec tout le monde, c'était un peu l'euphorie, la fête, mais un peu pré-organisée, une ambiance un peu bizarre. Et tout le monde s'est réuni, on a pris des photos et moi je me suis dit, bah voilà, demain c'est fini, je retourne à ma vie normale et j'ai pleuré. Et j'ai vraiment, enfin, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait j'avais pris part à une aventure belle, humaine, avec des gens exceptionnels, talentueux, des amis. Non, voilà, voilà, ce jour-là m'a beaucoup marqué et a scellé ma future carrière aux visiteurs, quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Alors moi, mon meilleur souvenir, je pense que c'est le jour où Siki m'a autorisé à faire pipi avec ma robe. Faut savoir que c'était très contraignant. Non, sinon, en voyant l'épisode, je me suis souvenu qu'on faisait des micro-siestes avec Isa sur le lit. Voilà, c'était bien agréable, on était fatigués à la fin de la saison. Ils nous prenaient des photos à côté, ouais. Et le bal, effectivement, le bal, c'était vraiment le meilleur moment et le pire, parce qu'on devait danser sans fin sur cette musique infernale et on a vraiment bien ri. Et François, c'est quoi toi ton meilleur souvenir? Moi, le fait déjà d'arriver au début, de voir qu'il y avait déjà plein de gens qui avaient fait les décors, qui étaient là depuis un mois tous les jours pour faire un truc que j'ai écrit mais pas si longtemps avant, le voir se concrétiser, c'était déjà un truc de fou. Et ça a été ça tous les jours, quoi. Tous les jours on me disait tiens, ce que tu as imaginé, voilà, on te le propose. Et je suis waouh, putain, et souvent c'était même mieux que ce que je pouvais imaginer, donc ça c'était déjà constamment du bonheur, même si c'est vrai que pour moi et pour l'équipe, mon assistante, Anaïs et tout ça, c'était beaucoup de stress technique, parce que c'était un miracle ce tournage, qu'on ait pu tout faire, que tout soit rentré. Normalement sur un tournage normal, on choisit ce qu'on va ne pas tourner au final, genre bon, on n'a pas le temps, on va pas faire ça. Là on a pu tout faire, quoi. Et on a pu tellement tout faire que c'est le dernier jour que le bloc électrogène a brûlé. Et on a dit mais on a eu tellement de chance, on n'a pas eu de mort. Déjà en plus on était dans un endroit hyper dangereux avec des trous dans le sol et tout ça, et on se dit mais j'avais tellement peur que tout se passe mal, et en fait mes peurs ne sont pas arrivées. Ça c'était génial. Et là où j'étais vraiment triste, c'est par exemple quand Mathieu, on a fait ses plans. Et Mathieu m'a fait, tu veux pas une dernière? Je dis non, c'est bon, c'est ce qu'il me faut, c'est bon. Il fait ok. Et là on range et tout, on fait ok, alors demain machin. Et Anaïs me voit et fait, c'était le dernier plan de Mathieu. Et je fais, c'est-à-dire qu'il ne tombe plus dans la saison. Et comme en plus potentiellement il ne tombe plus dans la série, c'était peut-être la dernière fois que je voyais Mathéo. Et là j'étais dévasté, quoi. Je me rendais pas compte. Ça arrivait tellement soudainement. Et chaque fin de tournage d'un comédien, c'était hyper dur, quoi. Mais vraiment, enfin... C'était ça jusqu'à la fin, quoi. Et c'était super dur de dire au revoir aux gens, de dire ok, c'est la dernière fois que je vois Dario, c'est la dernière fois que je vois Raoul, c'est la dernière fois que je vois... Et même si on fait d'autres tournages ensemble, les fait de les voir comme ça, c'est qu'on a fait la saison 3, on savait à peu près qu'on allait peut-être faire une saison 4, donc on était triste, mais j'étais déjà en train d'écrire là, vraiment, on se disait potentiellement, ça peut vraiment être la fin, et il dit ok, c'est la dernière fois que je vois machin et tout. Et j'étais content aussi de pouvoir terminer le dernier jour avec le crew de base, et on a eu la chance de tourner à peu près le dernier plan de la série. Le dernier plan de la saison, c'est vraiment Raph. Putain, c'est chaud. C'est vraiment ceux qui ont commencé, quoi. Et j'ai hâte de vous voyez ça. C'est mon frère.
est-ce qu'il y a une question sur le saut à caca? Noémie, on en est où au niveau de l'horaire? Est-ce qu'il est minuit? Excusez-moi, donc j'aurais juste 2 questions. Ma première question c'est la baronne. En fait, comment elle s'est intégrée dans le... Parce que ma question elle paraît mal tournée, mais comment... vous êtes tous acteurs... On va te laisser galérer un peu, hein. Vas-y. En fait, comment elle a été intégrée dans la mini-série, quoi? En fait, j'ai appris à connaître donc Céline Tran, d'abord avec le Golden Show, qu'on a fait donc, Davy et Poulpe, dans le fameux sketch qu'on avait tourné, et tout de suite, c'est le genre de personne qui te marque parce que c'est pas du tout ce que tu attends, et qui est très gentil, qui est très timide, et qui ressemble un peu au personnage de la baronne, etc., très poli, vraiment, et donc, en la voyant comme ça, je me suis dit, mais c'est ouf, personne ne connaît cette facette-là, et elle a vu Le Visiteur juste après, elle m'a dit ouais, j'adore la série, si tu veux je fasse un zombie qui se fait dégommer en arrière-plan, il n'y a pas de problème. Enfin dégommer, ouais. Et donc... c'est impossible de faire des phrases sans se perdre avec elle, et le pire c'était en plus, en ce moment-là, elle disait ouais, elle me disait ouais, je pense que je vais arrêter le X, ça me saoule, voilà, je vais faire autre chose. Et en fait, je lui dis bah écoute, ouais, j'ai un petit rôle dans Le Visiteur, mais c'est une baronne, et je voulais vraiment faire le contre-pied quoi, de ce qu'on peut penser d'elle. Et le truc le plus touchant qu'elle m'a dit, c'est au TGS, c'était la première fois qu'elle était avec nous en mode dédicace et tout, et elle m'a dit c'est la première fois que je signe des autographes à des enfants. Et ma toute dernière question n'a rien à voir avec tout ça, mais étant donné que vous aviez Benzaï comme acteur, juste le film qu'il a fait, comment vous l'avez trouvé en tant que vous réalisateur? Comment vous avez trouvé son film? Ouais. En fait, moi, il m'a sollicité très tôt, il m'a envoyé mais vraiment son pitch au départ et tout, donc j'ai fait pas mal de retours avec lui, je lui ai conseillé quelques trucs et tout, des fois il m'écoutait, des fois non, parce qu'il avait vraiment une idée précise et tout ça, donc je suivais son film vraiment depuis le scénario, depuis après quand il a fait son Kickstarter, mais son appel à financement, etc. Et donc, pour moi, j'ai suivi le film, et même son montage, etc. Donc, j'ai essayé de l'accompagner là-dedans. Donc, c'était dur de voir une version, on va dire, en mode spectateur, et tout, etc. Et moi, j'ai trouvé ce film vraiment très rigolo, surtout très inattendu par rapport à ce qui se fait sur Internet. C'est ça qui est cool avec Benzaï, c'est qu'il fait des trucs de jeux vidéo, mais il a une culture très large. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'est un GURPS, un truc que vous connaissez pas forcément, quoi. Et je trouve ça hyper couillu qu'il fasse ça, et qu'il fasse ça tout seul, et qu'il en plus se dise voilà, j'ai pas envie de faire. Enfin, il y aura des références de jeux vidéo, mais c'est pas ça le fond, et tout, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça génial qu'il puisse faire ça en toute liberté, en toute autonomie, et puis surtout qu'il prenne des risques. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez vu cette comédie musicale de science-fiction, mais c'est improbable ce qu'il a fait. Et il le fait ça littéralement tout seul. Des fois, il se filme la nuit en train de faire du playback, etc. Et c'est génial. Moi, je suis hyper fan de ce genre d'initiative et tout, et de ce qu'il fait, et je trouve ça vraiment drôle en plus. Notamment tous les trucs avec Alphaman et tout, etc. C'est tellement marrant, c'est tellement crypto-gay, chelou et tout. Il y a plein de trucs vraiment très marrants dans son film, et c'est une histoire assez touchante, etc. Donc, non, c'est cool, quoi. C'est cool, il faudrait qu'il y ait plus de trucs comme ça. Eh bien, l'heure tourne, mes amis. Eh oui, c'est triste. Non, mais moi, je suis là pour annoncer des mauvaises nouvelles. Comprenez-moi, c'est hyper difficile. Non, mais soutenez-moi, merde! Putain! Non, mais sérieusement, dites merci à Noémie parce qu'elle est là depuis toute la journée. Elle a dû faire le lien avec tous les spectacles ici, etc. Et c'est pas facile, donc merci à vous. Merci à vous. Merci. Bah, comme je vous disais tout à l'heure, à ceux qui ont peut-être entendu, voilà, moi j'ai rencontré François au début de... Mais oui, on se connaît depuis longtemps. Hein. On se connaît depuis longtemps, et voilà, donc c'était un grand plaisir de l'avoir sur scène à mes côtés, et puis de voir que le bébé grandit. On continue, n'est-ce pas? Et que nous on vieillit. Voilà, c'est un petit peu le revers de la médaille. Je vous demande vraiment d'applaudir très très fort François, Raphaël, Ludovic.
Siké et Sabine, s'il vous plaît. Un max de bruit pour eux. Est-ce que vous avez aimé l'épisode qui a été diffusé en exclu? Donc s'il vous plaît, pas de spoil. Voilà. C'était une exclue, comme son nom l'indique. Donc on se tait. Voilà, on garde tout ça précieusement dans sa petite tête et on attend la diff. Vous pouvez dire que vous avez kiffé. Ouais, voilà. Pour donner pour Voilà. rager les gens, mais c'est tout. Sur Facebook, ouais, on a trop aimé, c'était trop bien. Et c'est dispo dans 2 semaines? Dans une semaine. Une semaine. Donc, à part si il y a une erreur de France Télévisions et que c'était en ligne, peut-être, j'en sais rien. On sait pas. Mais en tout cas, merci à eux. Vous pouvez encore les applaudir chaleureusement. Merci. Merci à tous. Et merci à vous d'avoir. On va se quitter ensemble parce que là, on est pour des friends. Voilà, donc merci à vous pour cette première journée à Polymanga. C'était bien sympa. Et puis on est encore ensemble pour 3 autres jours. Et on vous retrouve en dédicace. Qu'est-ce qui se passe pour Demain, vous on signe au stand Mondia Café. Genre, enfin, le problème, c'est que en fait, on signe plus au stand de dédicace officielle parce qu'on n'est pas sur le planning. Donc on ira au stand Mondia Café. Donc ce sera vers midi, je pense. Et après, on fait une pause, et après on revient vers 16h, je crois, mais j'ai pas les horaires précis. 16h, c'est l'heure du goûter. Voilà, donc pas de chips, mais du chocolat. Voilà. Et dimanche, on fait une autre conférence, mais on fait la même, donc vraiment mot pour mot, dans la salle show à 13h. L'autre salle, ouais. À 13h, très bien. Vous avez pris des notes? Ou à 11h, je sais plus. Donc ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, eh bien désolé, mais vous avez une chance encore. Voilà, donc tout n'est pas tout perdu. Merci à tous et à demain. Très bonne soirée.